Et bienvenue à toi, cher spectateur, comme dirait si bien Valentin, dans cette émission des enfants de l'absurde. Et hier soir, on a vu 2 films. La C'est soirée ça, les gars. Cornichon. Oui, c'était la soirée. Et non pas Cornichon, hein, comme je l'avais précisé la dernière fois. Cornichon, on a vu donc du coup Evil Dead numéro 2 et Casimir. Laissez faire vos fesses. Laissez faire vos fesses. Voilà, je cherchais encore cette fabuleuse phrase français. Donc sans plus attendre, on va commencer sur Evil Dead 2, qui est un grand classique du film d'horreur, qui est sorti en 87, ouais, je me trompe pas. Toujours réalisé par Sam Raimi. Donc la suite du 1, qu'est-ce que ça racontait le 1, Mathieu? Très rapidement, Alors, juste le 1, en une phrase. Le 1. Un groupe de jeunes gens va dans une cabane, il y a un magnétophone avec la traduction Une incantation. d'une incantation, exactement, et il y a des démons qui arrivent et qui prennent possession des pauvres jeunes gens. Voilà, et on reprend du coup au 2, Valentin, vas-y. Alors en fait, même presque le 2, c'est un remake du 1, puisqu'en gros, le groupe de personnes est troqué contre Ash et sa femme, qui vont dans une cabane qui est supposée être habitée par un professeur, mais il n'est pas là, donc ils en profitent, ils s'installent, et en fait, ils retrouvent le même bouquin, il lit le fameux passage, la femme se fait posséder, il la bute, le démon essaye de le posséder, le jour se lève, et ensuite il va essayer de le combattre après s'être fait assommer et avoir essayé de s'enfuir, mais le pont pour repartir sur la route, il disparaît. Voilà. Quel synopsis. Et à côté, il y a aussi la famille du professeur qui va revenir pour compléter, en fait, parce qu'ils ont retrouvé d'autres pages du fameux bouquin, le livre des morts, et donc ça serait supposé empêcher le démon de revenir. Voilà, si vous ne trouvez pas trop de crédibilité dans cette suite et la première histoire, c'est normal, c'est du Evil Dead, c'est voilà, je commence à donner mon avis sur l'Evil Dead. Vas-y, lance-toi, Fabien. Donc du coup, je l'ai revu avec vous hier soir, et je me rappelais assez bien, Evil Dead c'est quoi? C'est un gros délire. Bon, moi c'est un gros délire à la Sam Raimi. C'est il pioche un peu dans tous les genres de cinéma presque. Il y a de l'humour, il y a du burlesque, il y a du gore, parfois j'ai voyé même du Tarantino, des fois c'est limite je me dis il s'est inspiré de ça. Avant Tarantino. Oui, avant Tarantino, mais Tarantino se sera inspiré de ça, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, c'est juste du gros délire, gros fun avec il utilise tout plein de techniques de cinéma. Il utilise donc du live action en direct, de la marionnette, de l'image par image pour certains plans avec des bestioles aussi. Voilà, dès qu'il y a un monstre, il y a du maquillage, il y a soit de la marionnette, il y a soit du matte painting, il y a du travail avec les écrans, stop motion aussi. Stop motion aussi, il y a de tout. Et pour moi, c'est un gros délire. Même la mise en scène qui est des fois mais complètement bargée. Je me rappelais plus de cette séquence où tu sais le plan est complètement écrasé. Là, la caméra fait ça, il est complètement écrasé. Aujourd'hui, ça se ferait plus, ou dans Les Visiteurs 3 peut-être. Mais mais voilà, et c'est juste un gros délire que j'aimais revoir. Du coup, ça m'a dit que je n'avais pas vu le 3, parce que je me rappelais pas de la fin vraiment. Et il faut que je regarde le 3. Voilà. Bon, j'ai beaucoup aimé revoir ce film-là, et puis pour moi, c'est juste du gros fun, et Sam Raimi, c'était ses meilleures époques. Vas-y, Mathieu, vas-y, Mathieu. Alors, moi je ne peux pas parler du 2 sans évoquer l'intégralité de Evil Dead, puisque il faut savoir que le premier Evil Dead est en fait un remake d'un moyen métrage qu'avaient réalisé Sam Raimi, Ted Raimi et Bruce Campbell, puisque c'est tous les trois, il y en a 2 qui sont frères et le troisième c'est leur copain. Et justement, leur premier moyen métrage c'était The Cabin in the Wood, la cabane dans les bois, qui était donc une préparation pour Evil Dead. Le premier Evil Dead c'était de la pure horreur. Extreme Experience in Grueling Horror. C'est un truc qui a révolutionné le cinéma d'horreur, qui commençait encore... C'était une de ces périodes où le cinéma d'horreur commençait à flancher un petit peu. C'était en 1983, ouais, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Ouais. Et là, justement, ce petit film, fait avec $300 000 sur 4 ans, si je me souviens bien, 3-4 ans, a révolutionné le tout, parce que c'était du jamais vu. Et encore aujourd'hui, c'est un film... Alors, il a vieilli, etc., c'est un film qui est excellent. Moi, il me plaît toujours. Mais c'est un pionnier surtout. C'est un pionnier parce que depuis, si tu comptes entre Cabin Fever de Roth, tu comptes La cabane dans les bois de Joss Whedon, écrit par Joss Whedon et réalisé par Drew Goddard, si je me trompe pas. Enfin voilà, t'as plein de films aujourd'hui qui ont pompé cette donc histoire. C'est pour ça que l'intro de La cabane dans les bois ressemble tant à Evil Dead. Je me suis toujours posé la question pourquoi. Non mais voilà, mais j'ai ma réponse. Merci Mathieu. Mais ensuite, donc le deuxième, ça indiquait en fait quelle était la direction que voulait prendre Sam Raimi, parce que Sam Raimi est un acteur
acteur et réalisateur que l'on connaît bien, par exemple pour la trilogie Spider-Man, c'est ça ce qui l'a fait connaître vraiment du grand public. Merci. Ah oui, effectivement, la première trilogie Spider-Man. Et en fait, c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser. C'est un grand ami des frères Cohen, c'est avec qui il a beaucoup travaillé. Et donc le 2, déjà, il gardait l'esthétique gore et terrifiante sur beaucoup de points de son premier film, mais il lui mettait déjà ces thématiques, ces vraies thématiques, qui sont des thématiques de déconstruction et de rigolade autour d'un thème. Et alors, moi, ce film-là, le deuxième, je l'avais beaucoup apprécié, mais le problème là, c'était en fait la salle. Comme il y avait plein de personnes qui rigolaient et qui faisaient des commentaires, là, rire, d'accord, mais commentaires l'absurde, non. Mathieu. Ouais. mais le problème, c'est que justement, ça faisait ressortir trop le côté burlesque, et j'y perdais le côté ambiance vraiment malsaine. Justement, Après, il y a la VF qui joue beaucoup, hein. Oui, je pense. Mais le moment, tu parlais, où il y a des déformations, où on entend les grincements, tout ça, moi, sans les rires, ça aurait été génial, parce que vraiment, j'aurais eu peur. Parce que c'est un moment qui me... Alors là, je suis en train de relire Lovecraft, l'intégrale, donc justement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu es dans une période où t'avais pas envie de rigoler, en fait, c'est ça? C'est ça, Mathieu? Non, c'est pas que j'ai pas Non, envie de rigoler. je comprends ce que tu veux dire, je peux Par comprendre. contre, le 3, je suis sûr que tu vas rigoler. Non, mais je me rappelle du pitch, je sais que je connais le pitch, mais je l'ai jamais vu. Mais par contre, le remake, juste pour dire, le remake s'inspire beaucoup du 1, parce que c'est un remake du 1, mais il s'inspire aussi beaucoup du 2, mais il n'arrive ni à prendre l'horreur de l'un, ni à trouver le côté fun du 2, parce que justement, là par contre c'est du torture porn, c'est... Oh non, j'irais pas jusqu'à dire que c'est du torture porn, le 2 c'est plutôt un espèce de... je parle de Evil Dead Remake, pardon. Le Evil Dead Remake, moi je trouve que c'est plus un espèce de ballet macabre qui baigne dans le sang en fait. C'est pas un film qui essaye d'être drôle, c'est pas un film qui essaye d'être vraiment terrifiant, c'est un film qui essaye simplement d'être glauque et malsain. Et donc dans ce cas-là, il essaye plus, on va dire, de reprendre une essence du premier qu'il n'avait pas pu avoir à cause des restrictions budgétaires ou d'un truc comme ça. Moi je pense que le remake, c'est ce qu'avait voulu Sam Raimi, on va dire, au niveau de l'extravagance du gore, parce que ça se ressent, mais qu'il n'avait pas pu avoir à cause de la limitation de son budget. Ce qui donne une espèce de divertissement qui est ultra bâtard, parce que quand même l'histoire est complètement pourrie dans le remake et elle marche pas, et les dialogues sont vraiment à part, pourquoi est-ce qu'ils sont dans la cabane? Ça marche. Ouais. Bon, toi, Valentin, du coup, on s'est un peu éparpillé, mais il fallait parler de tout ça, c'est intéressant. Voilà. Alors moi, je vais faire clair et simple. Moi, je trouve que c'est quasiment un chef-d'œuvre sur tous les plans. Il y a rien qui est foiré dans le film. Tout est beau, tout est classe, tout est élégant. Le film est ultra visionnaire au niveau de sa mise en scène. Rémi, c'est un mec qui a un paquet d'idées à la seconde. Enfin, comme tu l'as dit, il y a plein de plans où on se dit waouh, qu'est-ce qu'il fait. Et ce jeu entre la courte focale, ce jeu avec le gore, ce jeu avec le comique, parce qu'il y a quand même une bonne première demi-heure qui est entièrement basée sur du drôle. À part vraiment l'ouverture qui reprend l'essence même du premier. Dès le moment où l'ouverture elle est bouclée et OH se fait choper par le monstre au lever du jour, c'est bon, à partir de ce moment-là, le film va devenir comique. Et au-delà de ça, il y a un vrai travail d'ambiance et je trouve que le public était plutôt réceptif à pas mal de moments, mais le film a vieilli, il faut lui reconnaître ça. Et donc, quand on a des scènes où il y a des cadres qui sont complètement foutus en losange à moitié, où le cadre est complètement... non pas débulé, tu sais, vraiment déformé. Oui. Déformé. Ça peut sembler vieillot et c'est vrai qu'aujourd'hui, vu qu'on voit de moins en moins ça, ça peut déranger, donc je peux comprendre de cette façon. Mais tu vois, par exemple, un truc tout bête, il y a eu un plan au tout début quand Ash se réveille et qu'il a plus le monstre qui l'a possédé, et où il y a tout un cadre qui fait un 360 degrés pour revenir jusqu'à lui. Ben, j'ai trouvé que le public était vraiment sous tension à ce moment-là. Et ça m'a impressionné parce que vraiment, c'est osé de faire un plan à 360 degrés dans n'importe quelle époque et dans n'importe quel genre de film. Et là, il l'a fait et je trouve que ça marche bien. En fait, pour moi, c'est pas la mise en scène qui a vieilli, en fait, c'est plus les effets plateaux. Ah, c'est les effets de style. Les effets de style, voilà. Mais la mise en scène, pour moi, c'est pas ce qui me choque parce que ça marche dans Evil Dead, en fait, tout simplement. Faut pas chercher à comprendre, ça marche dans Evil Dead. Et dans le 3, je pense que c'est dans le même style ou pas? Alors, dans le 3, c'est de la parodie. Dans le 3, c'est de la vraie parodie. Okay. C'est genre les Monty Python qu'on a rencontré. Evil Dead. Qu'on a rencontré Evil Dead, voilà, c'est ça, parce que c'est bien allumé. Et toute la BO a été repompée par le donjon de Nalbuck. Oui. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est vrai. Bon, d'idée. Du coup, c'est même plutôt que ça préfigure les séries que va produire Sam Raimi comme Hercule ou Xena la guerrière. Oui, c'est ça.
Bon, du coup, on a parlé un petit peu de scénario quand même, parce qu'en fait, on en a parlé inconsciemment, indirectement. Bon, on a un peu parlé de tout. Donc, du coup, voilà, c'est entre guillemets, il va reprendre, comme tu disais, Mathieu, pas mal d'idées du 1, en fait, un remake un petit peu du 1 caché, mais avec un peu plus de budget, et un peu plus d'idées, un peu plus de fun, un peu plus de gore, en fait. Même la séquence où t'as carrément le démon qui lui crache du sang à la gueule, là, c'était c'est bon. Et là, l'une des séquences préférées que j'adore dans le film, c'est quand tous les objets, toutes les choses sont démoniaques, entre la tête de cerf, entre la lampe qui lui parle, entre tous les machins. Et là, cette séquence de fou rire, elle est juste énorme parce que je me rappelais trop pas. Et même moi, j'étais mort de rire. Voilà, c'était juste dingue, quoi, cette séquence. Donc, c'est la main de possédé qui fait. Oui, et qui lui fait un fuck aussi, c'est énorme ça. Donc ouais, dans le scénario, c'est pas ce qu'on a dire, c'est pas ce que je vais analyser dans les vidéos dans 2 en tout cas. Pour moi, c'est l'histoire, elle tient la route. Oui, parce que le délire tient la route. Voilà, c'est voilà. ça. Moi, j'ai rien à dire sur le scénario, les gars. Vous avez déjà. Moi non plus. T'as tout dit. Non. Mais ouais. Moi je trouve, pour faire simple, Evil Dead 2, c'est les rares suites qui sont arrangées dans celles qui surpassent le premier. Je trouve. Oui. Qui surpasse le premier parce qu'elle arrive à s'en Je émanciper suis assez d'accord. et à créer un divertissement qui est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus dingue et beaucoup plus ouf, moi je trouve. C'est vrai que je préfère le 2 au 1, mais quand même c'est parce que ils sont pas dans le même registre. Donc, ah oui, pas du tout. C'est pas je facile dis pas ça, je dis simplement que c'est une suite qui arrive à surpasser le premier. Le premier reste un film qui est visionnaire et qui a révolutionné le genre, ça tu l'as dit Mathieu, il n'y a pas besoin de le repréciser. Mais je trouve que Evil Dead 2 fait partie de ces suites où tu te dis, ça supplante le premier. Bon, on parle un peu casting. Allez, on va parler un casting. peu. Ouais, mise en scène, on en a parlé aussi, on a fait le tour. Bruce Campbell, grand fidèle à Sam Raimi, et puis c'est dommage qu'on le voit. Bon, on le voit. Bah si, on le voit maintenant dans la série. Il faudrait que tiens, je jette un coup d'œil. Je versus Evil Dead. Ouais, qui est vraiment excellente. S'il y en a qui le regardent, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. D'ailleurs, ça serait bien de savoir un petit peu. Et oui, donc Bruce Campbell forcément, qui surjoue, mais c'est le film qui est comme ça. Tous les personnages surjouent. Puis même moi j'adore, c'est les faux raccords de blessures qu'il a tout le long du film, où il est blessé puis s'en prend dans tous les coups, mais le sang ne bouge pas. C'est toujours très net, il a des coupures tellement nettes, il prend tellement cher des fois qu'il a pas une pète de sang qui sort, mais voilà, c'est... Mais ce mec a une classe instantanée, quoi, c'est hallucinant, mais peu importe le rôle qu'il joue, peu importe la manière avec laquelle il le fait, il a toujours cette espèce de classe où tu te dis, il pourrait te regarder et te faire un clin d'œil, tu serais tout de suite en train de dire, ok, tu peux jouer n'importe quoi, mec. Mec a joué Elvis, putain. Mec a joué Elvis. Blue Baotep, ouais. Et pourquoi est-ce qu'on lui a pas donné de meilleurs rôles, plus de rôles? Il a eu une très grosse carrière quand même, grosse carrière, mais c'est un mec qui a un jeu particulier. Et puis je pense qu'il choisit bien ses projets et il a raison. Il choisit pas n'importe quoi et quitte à faire du bis, il préfère faire du bis avec ses potes ou avec un délire qui marche. Comme je sais plus, il avait fait un film où il jouait son propre rôle et il se battait contre des morts vivants. Ah ouais. Qui était quand même assez surréaliste, mais c'était assez énorme. Et voilà, mais ce mec-là, il a un don, il en est conscient, et il a pas envie de le mettre au service de n'importe quoi. Ouais, c'est pour ça que moi j'aime bien ces petites apparitions dans les Spider-Man. Ouais, c'est juste énorme. Spider-Man, à chaque fois il fait un petit caméo, mais c'est tout le temps génial. Enfin, quand il fait le portier. Le conducteur de catcher dans le 1, dans le 2, le portier du cinéma, c'est ça qui... du théâtre, pardon. Et dans le 3, il joue qui? Ah, le serveur qui prépare le coup. C'est parfait. Ouais, non, c'est parfait. C'est juste, ses rôles sont juste magiques. C'est juste magique. Non, mais dans sa ligne directive de cinéma, en fait, il a choisi des projets qui se ressemblent dans un sens, en fait. C'est ça. C'est ça qui est bien. On peut pas lui demander forcément de faire un biopic, tu vois. Ou de faire un truc tout public qui va forcément... Bah si, tu l'as dit, un biopic sur BHL. Ça serait parfait, un petit biopic sur BHL. Il ressemble effectivement à BHL maintenant qu'il est un biopic sur BHL. Ah, pour le coup, il jouerait très très bien. Moi, je pense qu'il jouerait très très bien. Bon, par contre, il faudrait qu'il fasse une petite cure d'investissement pour vraiment avoir la... Ouais. Mais voilà. Ah oui, puis la petite apparition de Sam Raimi, oui. Quand c'est le chevalier qui fait Hourra à l'assassin du Kanda. Ah oui, d'accord. Il est venu du ciel. Non. Et le frère de Sam Raimi qui joue Henrietta Possédé. D'accord, c'est lui qui joue. Oui. Après, j'ai aucune photo, mais bon. Après, les autres acteurs sont quand même moins marquants parce qu'ils sont très secondaires, quoi. C'est un peu les stéréotypes de l'époque. C'est ça. Ouais. Mais bien fait. Mais oui, non, mais tout à fait crédible, quoi. C'est vrai que. Bon, on passe au deuxième peut-être. Yep. On passe au deuxième. On a 5 minutes. Donc, moi qui m'attendais à voir L'île aux enfants avec Casimir, c'était pas trop le cas. Casimir avec der Kuckuckschlucker. Oui, c'est allemand. Schlucker. Voilà, donc Casimir avec un K. Donc attention à vos fesses, c'est ça. Non, laissez faire vos fesses, je vais y arriver. Mais attention aussi, parce qu'elles vont être saisies.
Alors, j'ai envie de dire, Fabien, est-ce que tu peux au moins essayer de me faire un résumé de cette bah, histoire qui a quand même un pitch assez génial. Mathieu nous avait pas menti, il sentait un scénario et il y en a un. Ensuite, donc, Casimir, qui est un huissier et qui va frapper aux portes surtout de demoiselles. Que de demoiselles. Et des madames. Pour aller récupérer des dettes de chaque personne. Et il a une technique assez moderne, dans son sens où si un objet n'est pas forcément prenable, il peut prendre et saisir les fesses, voilà, mais le cul, allez, ça en fout. Saisir les fesses et le cul de toutes ces belles demoiselles. Forcément, on est dans un porno érotique, plus ou moins. Moi, j'aurais dit vraiment porno. Enfin, limite, tu vois, je trouve que c'est un porno, mais c'est un porno suave. Ouais, mais c'est quand même un peu classe. Un peu classe. Ouais, voilà. Non, on en reparlera. Bon, bref, c'est du porno. Je voulais quand même préciser parce que je l'avais pas précisé encore. Donc du coup, voilà. Donc, il va forcément tester ces personnes-là avant de les réunir tous ensemble un jour et les présenter pour une vente aux enchères. Voilà, sans trop en dire. En gros, c'est ça. Voilà. Casimir, pour éponger les dettes. Éponger, c'est le cas de le dire aussi. Ouais, éponger les dettes. Et ben ouais. Il y a enfin un scénario dans un film porno de l'absurde. Ça fait le combienième de porno qu'on voit dans le quand même pas mal, hein, ça fait le 4e au moins, je crois. Oh oui, largement. Ça fait le 4e et c'est la première fois qu'on se dit waouh, il y a un scénario qui tient la route en plus. Qui tient la route sur 1h40. Avec un climax, avec tout, il y a vraiment quelque chose quoi. C'est dingue. Bah ouais, et ben finalement, à part les dernières 10 minutes, un quart d'heure où je commençais vraiment à en avoir marre, à me dire bon, est-ce que ça va finir, l'orgie est un peu longue. En même temps, c'est qu'il y a 2 orgies, c'est pour ça en fait. Ouais. C'est peut-être un petit chouïa trop pour un film porno. Mais sinon, c'est très bien passé, c'est qu'à de le dire, c'est très bien passé, comme dans du beurre. Non, l'histoire était très... Là, je trouve que l'idée était complètement stupide, mais marchait tellement bien. En fait, que ce mec propose toujours de façon différente sa démarche et sa façon de voir les choses. Les filles sont plus cruches les unes que les autres. Il y a un peu chaque stéréotype de chaque femme entre guillemets. Et voilà. Après, bon bah ça reste du porno. C'était quand même marrant à voir. Je pense pas que c'est chauffé spécialement la salle. Dans le sens où il n'y a pas eu de grosses blagues tout le long. Tout le monde était assez concentré en fait sur l'histoire. Parce qu'on devait être étonné de voir une histoire en fait. Peut-être que c'est ça. Il y a même le plombier, quoi. Il y avait tous les stéréotypes qu'on pouvait voir, mais voilà, c'était fun. Et je pense que c'est de loin un des pornos les plus intéressants qu'on a pu voir à l'absurde, parce que il tenait la route en fait au final. Son histoire tenait la route. Voilà, tout simplement. Donc je note qualité de la narration extrêmement humide. Extrêmement humide. Coopération plus qu'excellente. Non voilà, ça m'a fait très marrer parce que l'idée était vraiment complètement starbée, mais ça marchait. Bah moi. Personnellement, j'apprécie ce genre de porno justement, où il y a une certaine recherche. Si jamais vous vous intéressez au bon porno, vous avez une émission qui s'appelle Pornorama sur YouTube. C'est un film qui pourrait y aller, pourrait s'y retrouver. Tu es abonné, Mathieu. Oui. Coquin. Oui, je sais. Voilà, mais je suis coquinou, je suis... comme ça. Ce film-là, moi ce que j'ai apprécié, un petit peu comme pour Love of the Dead, Zombie Rape, dont je vous en ai parlé lorsqu'on a fait la critique, j'apprécie en fait le miroir que ça tend à la société allemande de l'époque. Donc on peut voir justement les problèmes de couple. Bon alors, comme c'est un porno, forcément ça doit mettre un tacle au couple traditionnel. On voit ça avec le Désolé Mathieu, on a fou rire parce que t'es désolé. Hein? J'ai eu un fou rire, quand t'es sorti dans le coquinou, ça m'a juste... Pardon, je suis désolé Mathieu, j'ai un fou rire nerveux là. Non, pardon. Donc, tacle au couple traditionnel avec le couple joué par la première femme et son mari. Son mari qui vient récupérer sa femme, il la met sur son épaule, évidemment, ça parle du machisme et tout ça. Et d'ailleurs, la femme, je crois, est doublée par Virginie Ledieu, celle qui jouait Athéna dans Les Chevaliers du Zodiac. Oui. C'est assez dingue. On parle aussi donc de la représentation des gens dans la société, la place d'un huissier qui vient emmerder les gens. Comment est-ce qu'on fait pour rendre ça plus fun? Justement, on fait mais vous pourriez vous amuser avec un huissier. Voilà, c'est cette façon de détourner un peu les codes. Voilà, détourner la société, détourner les codes. Pour montrer un monde qui ne peut pas exister, mais dans le porno ça existe.
Donc c'est intéressant. Attends, un porno, moi, j'aime tout ça. peut exister, hein, avec ce qu'on a vu maintenant. Ouais. Mais Enfin, moi, Tout peut être fait. j'ai une ouverture beaucoup plus. Oh, waouh. une dilatation. Non, pas cette ouverture-là. Ne métaphore pas, Mathieu. C'est. Bon, je vais arrêter là. Non, non. Mais enfin bref, j'ai apprécié. Et moi j'apprécie le sous-texte qu'il y a dans ce genre de film quand ils sont bien faits, quand ils ont un intérêt. Mais moi, je préfère limite voir, tu vois, ce genre de scénario, ce genre de film, que celui qu'on avait vu, qui avait aussi un certain sens et une certaine histoire. Tu sais, l'épopée qu'on avait vue de Jean-Marie, comment il s'appelait. Oui, l'amour chez les poids lourds. Voilà, l'amour chez les poids lourds, qui avait Bah, tenté. c'était la soirée Gornichon Jean-Marie Ouais, l'année Bernard. dernière. l'année dernière, exactement. Et il y avait aussi une tentative de narration. mais qui était complètement perdue à chaque séquence. Parce que je pense qu'elle était divisée en 3 morceaux et que les 3 morceaux n'étaient pas forcément équilibrés. Or là, on suit vraiment qu'une seule narration linéaire où on suit un seul personnage, mais résultat, elle est équilibrée Ouais, parce ouais. qu'elle respecte un concept. Et puis bon, Jean-Marie Palardi, ses scénarios, ils sont un petit peu. Donc voilà. C'est pas quelqu'un qui sait rendre cohérent ses films. Ces films-là étaient un peu en dessous de la ceinture. Oh, même au-dessus. Val. Bah moi ça va être simple, je me suis marré. Donc moi à partir du moment où un porno, j'ai plus envie de rire que de bander, ça fonctionne. C'est vrai que tu t'es bien marré quand même. Ah moi j'étais bien pété mangé. de rire. Par contre, Oui. je trouve que c'est un porno qui traite des fois les femmes de manière un peu malsaine. Bah, Parce que oui, comme oui, me l'a dit Capucine à côté de moi, elle trouvait que le coup de la bougie et du barreau de chaise, Ouais. c'était beaucoup plus hardcore que ce qu'on avait pu voir dans l'autre film, Les Lolos de la Pompiste, qui était quand même déjà chaud au niveau du tuyau d'eau dans la chatte. Ouais, j'avoue. Et des autres trucs de ce genre-là. Et pourtant là, ils en ont rajouté encore plus. Et je trouve que la scène avec le barreau de chaise et la bougie, c'est peut-être un petit chouïa. peu crade. C'est drôle, Ouais, mais mais- c'est Ouais. assez malsain. La scène avec la bougie m'a fait plus marrer parce que c'était genre vas-y prends ça comme un god et tu te démerdes, alors que le barreau de chaise c'était en mode un peu plus un peu plus vénère. ouais, et puis un peu plus crade. C'est vrai que ouais, je suis d'accord sur ce point là en tout cas, ouais. Bah oui, mais Et en même temps c'est peut-être parce que c'était sa femme, parce qu'elle a rien à foutre et parce qu'il a pas envie de la Ouais, de mais se quand même, faire. dans ce cas-là, tu lui mets un doigt, tu prends pas une bougie, quoi. La bougie, ça fait mal, quoi. C'est de la cire. Ah c'est- non, enfin, il ou a alors dit- tu la fais fondre un petit peu Oh, avant pour que ça rentre un petit peu il a mieux. Mais... expliqué que justement il pouvait pas faire ça parce qu'il était crevé et parce qu'il est en train de bouffer sa soupe. Quoi. Il Ouais. pouvait pas lui mettre un doigt. Ouais. Et il n'ira pas la voir au trou. Voilà, Il n'ira pas la voir dans son trou. dans son trou noir. Bon, Ouais. petit bilan de cette soirée Gornichon par Et- rapport. Ben ouais, on peut la comparer à celle l'année dernière donc Eh c'était ben, l'année largement plus équilibré, moi, Ouais. je trouve. Enfin, ça défonce Réanimateur C'était quoi, et, ouais, Réanimateur, c'était et ça, je cherchais. L'amour chez les poids lourds. Là, Ouais. pour le coup, il y a la soirée Gornichon de l'année dernière et la soirée Gornichon de cette année. Voilà. On verra ce que l'année prochaine ça va donner. Mais là, Ouais, celle-là, elle Réanimateur, est pas mal. très 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 bien faite. Ouais, on s'est bien poilé, on s'est bien marré. Ouais. Et c'était cool. C'était fun. Et on se donne surtout rendez-vous, donc c'est le 5 mai, la prochaine absurde séance. Il faut que tout le monde soit là. Tout le monde Mais soit là. tout le monde sera là, Fabien. Parce que on diffuse, Jean-Maurice, en tout cas la séance, diffuse Arcan Henry qui était complètement absent des salles nantaises, qui est sorti il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Il est sorti le 20. Non, il est sorti le 13. Il est sorti le 13 avril et il toi, a été Valentin, complètement squeezé. qui a eu la chance de le voir, comment tu pourrais nous le teaser gentiment? Ça déboîte sa mère, c'est un gros trip de 1h30, ça s'essouffle jamais, comme je l'ai expliqué à Mathieu, c'est-à-dire que tu as le départ et ça fait que monter en crescendo et c'est que à la fin que ça s'arrête. C'est extrêmement bien monté, c'est extrêmement bien réalisé, il y a un Charles Copley qui est à mourir de rire dedans. C'est cool. Enfin, Vous merde. avez sûrement vu la bande-annonce, et vous savez si c'est la bande-annonce ou le personnage est toujours en vue subjective. Ouais. On a l'impression de voir une séquence de jeu vidéo en mode sous adrénaline un petit peu. Donc, En gros, on pour sera faire simple, c'est hyper tension, encore plus allumé. là. D'accord. Pas vu hypertension. Donc franchement, si ça vous donne pas envie, je sais pas comment vous donner envie. Donc rendez-vous le 5 mai à l'absurde séance pour voir Hardcore Henry. Et puis nous on y sera. On a hâte de vous voir si vous y êtes. Et on se dit à bientôt. 3, 2, 1. Whoosh!